Hollywood, ville de légendes et de mythes, de magie filmique, de rêves et de lumière. Quand le soleil cinéma était au zénith, Hollywood, ô toi, tu étais sa Jupiter. Non. Essayons en restant un peu plus sobre. Journal de l'archiviste, 6524e jour après l'incident. Quand le cinéma existait encore, Hollywood, c'était la classe. C'était là-bas que tout le monde voulait aller pour montrer son art au monde entier, pour devenir le nouvel Al Pacino, le nouveau Stanley Kubrick, le nouvel Ed Wood. Mais c'était aussi là-bas qu'étaient produits à la chaîne toujours les mêmes blockbusters, destinés à battre tous les records au box-office, quitte à annihiler toutes les envies d'originalité, de personnalité, voire même d'art chez les pauvres fous qui osaient entrer dans cette machine. Alors, oui, je grossis un peu le trait, mais globalement... À qui vous parlez, là? Bah, t'étais pas là? Bah non, vous m'aviez dit de ranger le rayon des DVD serbo-croates, du coup, moi... Oui, bon, maintenant que t'es là, écoute un peu. Vous allez reprendre depuis le début? Oh non, la flemme. Bonjour, je suis l'archiviste et aujourd'hui on va parler d'Hollywood, épave générique, et ça ira comme ça, on n'a pas toute la journée. Le truc, c'est que pour survivre, Hollywood était obligé de toujours regarder ce qui se faisait ailleurs. Quand on veut être sûr de faire quelque chose qui plaise au public sans le lasser pour autant, le plus simple, c'est de voir ce qui marche chez le voisin et de se l'approprier. C'est principalement pour ça que les États-Unis produisaient autant de remakes de succès étrangers, et qu'autant d'artistes célèbres d'autres pays ont été appelés pour y travailler. Et on pourrait penser que chacun y trouvait son compte. Pour Hollywood, ça constituait un vivier de nouveaux talents capables d'attirer les foules, mais qui n'avaient pas encore assez d'influence pour vraiment s'opposer aux volontés des studios. Et pour les artistes invités, c'était une occasion d'obtenir des budgets largement supérieurs et de s'adresser à un public beaucoup plus large de ceux de leur pays d'origine. C'est pour ça que d'Alfred Hitchcock à Werner Herzog, en passant par Jean-Pierre Jeunet, Francis Weber et Jean-Marie Poiret, que du beau monde! Des artistes de nombreux pays se sont laissés tenter au moins une fois par l'expérience, pas toujours pour le meilleur. Et c'est justement au pas meilleur qu'on va s'intéresser aujourd'hui en nous penchant sur 5 échecs, un top 5 notoire d'artistes expatriés à Hollywood. Et plus précisément... Non mais un top 5 5 échecs de cinéastes asiatiques. Déjà parce que ça me fait me sentir supérieur de voir les autres se rater. Et puis... D'abord, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Voilà. Genre... un top 5 Voilà. Des questions ? En 1989, Tseuyak réalise The Master, un film d'action avec Jet Li qui débarque aux États-Unis, et que l'acteur comme le réalisateur considèrent comme un échec artistique complet, ce avec quoi je suis assez d'accord. Mais on ne va pas parler de ce film, déjà parce que même s'il se passe aux États-Unis, ce n'est pas une production américaine, et surtout parce qu'il contient des répliques de ce genre, et que j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Étrangement. Bref, à quelque chose malheur est bon. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que je suis en train de me remettre d'une expérience corporelle très étrange. Et cette déception a poussé les deux artistes à faire ensemble Il était une fois en Chine, histoire de se rattraper. Ah ouais, ça, quand Tseuyak se rattrape, il y va pas à moitié. Il arrive vraiment aux États-Unis en 1997, au milieu de toute une vague d'artistes hongkongais, comme les réalisateurs John Woo, Ringo Lam et Wong Kar-wai, et les acteurs Jet Li, Jackie Chan et Chow Yun-fat. En plus du succès de ces artistes, il y a un autre facteur qui entre en jeu dans ce déferlement soudain de Hongkongais à Hollywood. Et là, désolé, mais je dois faire un petit point d'histoire. Hong Kong, après avoir été une colonie britannique pendant plus d'un siècle, a été rétrocédé à la Chine en 1997. Tout le monde savait que ça allait arriver, puisque la date de cette rétrocession était spécifiée dans la seconde convention de Pékin, signée par la Grande-Bretagne et la Chine en 1898. En gros, la Grande-Bretagne avait fait un bail en figurique sur Hong Kong. Et on peut imaginer que ces artistes s'inquiétaient un peu de l'avenir du cinéma hongkongais une fois passés sous le contrôle de la Chine. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont partis quelques années aux États-Unis, au moins le temps de voir comment les choses allaient évoluer. Dans le cas de Tseuyak, on doit ajouter l'influence d'un célèbre acteur qui rêvait depuis des années de tourner avec lui, le plus grand artiste martial et philosophe que la Belgique ait jamais connu, j'ai nommé... Benoît Poelvoorde ? Presque. André Franquin ? Non, tu t'éloignes là. Ah bah je sais, Bill Murray. Non. Il n'est pas belge du tout, Bill Murray. Non, c'est Jean-Claude Van Damme. J'allais le dire.
Et donc en 1997 sort Double Team avec Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke et Dennis Rodman, probablement une comédie romantique. L'histoire de Van Damme qui suite à une mission ratée est emprisonné sur une île cachée qui sert de maison de retraite aux agents double hors service. Ouais, bon, ce serait plus simple de les tuer, mais pourquoi pas. Mais qui s'évade quand il apprend que le grand méchant qu'il devait arrêter a décidé de s'attaquer à sa famille. Et puis bon, on se retrouve dans le bon vieux schéma de l'agent trahi par sa hiérarchie mais qui doit quand même attraper le méchant, blablabla, mais tout ça, on s'en fiche un peu, parce que c'est à la fois très basique et super confus. On a des vilains terroristes, du complot gouvernemental, des high-tech, des tueurs à gages, un tigre, des prêtres agents secrets, une gomme, les coiffures de Dennis Rodman, le Colisée, bref, c'est le bordel, alors qu'au fond, c'est juste un gentil qui doit tuer un méchant. Mais ça, c'est pas quelque chose de vraiment rare chez Tsuyark. Même ses meilleurs films sont souvent assez confus scénaristiquement, car il a tendance à faire passer ses idées de réalisation avant tout le reste, cohérence comprise. Sauf que Double Team est juste un véhicule à la gloire de ses acteurs, Van Damme en tête, et ça empêche le réalisateur de multiplier les expériences visuelles comme à son habitude. Dans ses films hongkongais, même quand il collabore avec une star comme Jet Li, qui n'est pas aussi cool que Jackie Chan, mais qui est cool quand même, Tsuyark n'est jamais vraiment en retrait. Il se met au moins sur un pied d'égalité avec ses stars, et il n'est pas rare que ses acteurs soient écrasés par la réalisation, comme de simples éléments au service du projet artistique global. Dans Double Team, par contre, j'ai l'impression que Tsuyark était juste là pour crier action au début de chaque prise. Le tournage a été une lutte d'ego entre Van Damme et Ark, et ce dernier n'était pas en position de gagner. Résultat, le scénario comme la réal sont au service de l'image de Van Damme. Peu importe s'ils sont basiques ou même ratés, tant qu'ils mettent la star en avant. Et Jean-Claude, je t'aime, mais bon, te voir t'exhiber et faire de la gym pendant 1h30, désolé, mais ça me suffit pas vraiment. Parce que c'est pas comme ça qu'on utilise une baignoire. Du coup, Tsuyark se vengera l'année suivante avec Piège à Hong Kong, toujours une production américaine, mais tournée, à Hong Kong. Et dans lequel il fait tout pour humilier un Van Damme probablement complètement défoncé pendant le tournage, et expérimente à fond la caisse à la réalisation, selon un principe de si je peux le faire, je le fais, même si ça n'a aucun putain de sens. Finalement, tout est bien qui finit bien. Hein, Jean-Claude ? Oui, alors c'est pas tout à fait la fin des aventures américaines de Tsuyark, je vous ferai dire, parce qu'il a aussi fait Black Mask 2, une coproduction américano-hongkongaise. C'est la suite d'un film sympa avec Jet Li, alors ça doit être pas trop... Oh, c'est moche. Oui. Non, je veux dire, je veux bien que la beauté ce soit subjectif et tout ça, mais là, c'est vraiment moche. Voilà, du coup, on se dit qu'on oublie ça. Ouais. Numéro 2. Akira Kurosawa est un dieu du cinéma. Voilà, comme ça c'est posé, on part sur des basses scènes. Plus sérieusement, Akira Kurosawa c'est peut-être encore aujourd'hui le réalisateur japonais le plus connu à l'international. Il a accouché d'un bon paquet de films cultes dans une diversité de genres qui force le respect, et a inspiré des réalisateurs aussi majeurs que Francis Ford Coppola, c'est la classe. George Lucas, c'est moins la classe. Martin Scorsese, ça c'est la classe. Ou encore Sergio Leone, qui ne l'a jamais vraiment reconnu, mais bon, pour une poignée de dollars et quand même une bonne grosse repompe de Yojimbo, on t'a grillé, Sergio, c'est pas la peine de faire semblant. Bref, au milieu des années 60, on propose à Kurosawa de participer à Tora Tora Tora, qui devait raconter l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le plus objectivement possible et du point de vue des deux armées, un peu comme l'avait fait Le Jour le plus long pour le débarquement de Normandie. Kurosawa devait scénariser et réaliser les parties japonaises, mais très rapidement les relations entre lui et la Fox se dégradent, le studio faisant clairement comprendre au réalisateur qu'il n'était pas maître à bord et qu'il ne céderait pas à toutes ses exigences artistiques. Ah bah ouais, on va quand même pas se laisser emmerder par ces intermittents du spectacle hippies gauchistes. À la décharge de la Fox, Kurosawa avait une bonne réputation de tyran sur les plateaux. Par exemple, le tournage de Barberousse l'avait brouillé avec son acteur fétiche Toshiro Mifune, à cause de désaccords sur la direction à donner au personnage principal, et d'un tournage de presque 2 ans qui empêcha Mifune de jouer dans d'autres films et l'obligea à porter continuellement une abondante et fière Barberousse. Bon, après je veux bien comprendre Kurosawa, parce que sans ça le film aurait dû s'appeler Pas de barbe, et je dois admettre que c'est un peu ridicule, mais je m'éloigne du sujet. Et visiblement, Kurosawa n'a pas été beaucoup plus conciliant pendant la production de Tora Tora Tora. Pour commencer, le choix de Richard Fletcher pour réaliser les parties américaines du film l'a beaucoup déçu, et il n'a jamais respecté ce réalisateur dont il n'avait vu qu'un film qu'il n'avait pas aimé. Il y a aussi eu de gros conflits sur le scénario et le ton du film, Kurosawa ayant initialement prévu un script de plus de 7 heures, qui sera réduit à moins de 3 après 27 réécritures.
La décision de Kurosawa de ne prendre presque que des acteurs amateurs inquiète aussi la Fox, à juste titre puisque le réalisateur se révélera incapable d'en obtenir ce qu'il veut sur le plateau. Et quand le tournage commence enfin, Kurosawa inquiète par son comportement. Méthode inhabituelle, perfectionnisme extrême, attitude dictatoriale envers ses équipes, alcoolisme, retard et paranoïa, bref, de quoi rendre fier le Coppola d'Apocalypse Now. Une nuit, Kurosawa et son assistant se sont même rendus complètement torchés sur le plateau afin de vérifier s'il était bien surveillé. Et se rendant compte que ce n'était pas le cas puisqu'ils avaient pu passer, ils ont vandalisé les décors avant de se rendre même à la police. Bref, je veux bien comprendre que la Fox ait décidé de le virer après 23 jours de tournage, pendant lesquels il n'avait filmé que 6 minutes de rush utilisable, qui ne furent d'ailleurs pas utilisés. Kurosawa vivra l'échec de ce projet comme une humiliation, et il refusera d'en parler en détail jusqu'à la fin de sa vie. Le livre All the Emperor's Men de Hiroshi Tasugawa a depuis relaté la production chaotique de ce film, et c'est un récit assez fascinant qui dépeint un Kurosawa épuisé et probablement dépressif, mais passionné par ce projet jusqu'à en devenir destructeur. La production du film reprit peu après avec de nouveaux réalisateurs japonais, plus jeunes, moins connus et plus conciliants, engagés en dernier recours pour éviter de reproduire la même erreur. Toshio Masuda et Kinji Fukasaku pour un résultat décent mais pas transcendant, et franchement décevant comparé au monumental projet de tragédie historique de Kurosawa. Et justement, ça me permet d'enchaîner. C'est bien fait quand même. Presque comme si ça avait été écrit à l'avance. Au début des années 70, Kinji Fukasaku a eu une grosse influence sur le renouveau des films de Yakuza. Il s'est éloigné des films noirs traditionnels pour montrer des criminels beaucoup plus violents et dépourvus de morale, dans des œuvres souvent très fatalistes où aucun personnage n'est vraiment bon ni iconisé, et dans lesquelles la justice est à peu près absente. À travers cette figure du Yakuza, ce que veut montrer Fukasaku, c'est la société japonaise d'après la guerre et l'occupation américaine, qui essaie de survivre et de se relever malgré la perte de ses repères et codes traditionnels. Je veux dire, il a réalisé Le Cimetière de la Morale et 8 films Combat sans code d'honneur. Donc rien qu'au titre, le message me paraît clair. Bah ça veut rien dire, parce que par exemple, à chaque fois dans Mission Impossible, à la fin, la mission, elle était possible. Mais sa filmographie est pas mal plus riche que ça et il a touché à beaucoup de genres, avec 3 productions américaines dans le tas. Bataille au-delà des étoiles en 1968, probablement à titre général aléatoirement. Une série B très oubliable, produite par la MGM avec des acteurs américains, mais tournée au Japon avec un réal et des techniciens locaux pour faire des économies. Tora Tora Tora, donc, pour lequel Fukasaku et Masuda ne sont cités que comme réalisateurs additionnels dans le montage international. Fun fact, les distributeurs japonais ont fait l'inverse, et c'est Fletcher qui est cité comme réalisateur additionnel dans leur montage du film. Ça fait plaisir de voir qu'une collaboration se passe dans la bonne entente générale. Et Virus, un film catastrophe sorti en 1980, époque à laquelle Fukasaku avait déjà acquis une certaine notoriété, au moins au Japon. À la base, c'est un projet japonais lancé par le producteur Haruki Kadokawa, qui voulait que le film soit une collaboration internationale, au niveau des investissements comme de l'équipe. C'était à l'époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma japonais, avec un budget de 16 millions de dollars. Oui, à l'époque, 16 millions, c'était un très gros budget. Les temps changent. Le film aurait dû rapporter énormément d'argent et permettre à Fukasaku d'accéder à une notoriété internationale, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça me rappelle quand on m'a dit de venir travailler pour vous. Je devais devenir le roi des internets, renverser Antoine Daniel, puis imposer ma volonté à l'humanité réduite en esclavage, tandis que je boirais des vodka martini devant un coucher de soleil, en écoutant des symphonies de Beethoven. Autant vous dire que je suis un poil déçu. Le film original dure 156 minutes et globalement il est plutôt réussi. Il y a bien quelques problèmes de rythme, les acteurs occidentaux n'ont clairement reçu aucune direction de jeu digne de ce nom et malgré les 16 millions de budget ça sent parfois bon la série B fauchée, mais Fukasaku arrive à proposer une vision intéressante et par moments assez subtile de la façon dont l'humanité fait face à l'apocalypse. Le souci, c'est que ce montage n'a été diffusé qu'au Japon. Les distributeurs américains ont finalement décidé de plus ou moins abandonner le film, qui n'a eu droit qu'à quelques projections exceptionnelles en salle et est sorti en direct tout vidéo. Ça peut être très bien, un DTV, loin de moi l'idée de paraître élitiste. Enfin, je veux dire, je suis élitiste, mais je veux pas trop que ça se voit. Allons, vous n'avez pas à vous justifier face à la plèbe.
Mais là, clairement, c'était juste un moyen de se débarrasser d'un film qui les encombrait, tout en essayant de ramener un peu d'argent quand même, histoire de limiter la casse. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est très mauvais, c'est un film. Le problème, c'est que 156 minutes pour un DTV, c'est beaucoup trop long. Alors ils ont expliqué à Fukasaku que... Oh attention chérie, ça va couper. Et en effet, ils ont coupé. Mais genre à la scie sauteuse. Et on se retrouve avec un film de 108 minutes qui change l'ordre du montage et supprime beaucoup de scènes consacrées au personnage principal japonais. Ça donne une intrigue sans point de vue clair, ni protagoniste identifiable, et avec des personnages aux motivations assez obscures. Et d'encore plus gros soucis de rythme qu'à l'origine. Oh bah oui, mais en même temps, ils allaient pas mettre un japonais en héros, hein. Ça aurait fait... bizarre. Ils se sont même pas arrêtés là en plus, puisqu'il existe une version télé de 93 minutes qui fait aussi sauter une bonne partie de la fin et finalement raconte une histoire totalement différente de celle du film d'origine. Bravo les mecs! D'ailleurs, encore aujourd'hui, le montage de 108 minutes est le seul facilement trouvable en France et dans les pays anglophones. Parce que pourquoi on ferait du bon travail quand on peut faire une édition DVD dégueulasse? Re-bravo les mecs! A l'origine, Bangkok Dangerous est un film thaïlandais réalisé par les frères Pang et sorti en 1999. Ça raconte l'histoire d'un tueur à gages sourd-muet qui cherche à se retirer des milieux criminels suite à sa rencontre avec une jeune pharmacienne dont il tombe amoureux. Et spoiler, ça finit mal, comme tout film de mafia qui se respecte. Le film est un succès et on propose au réalisateur de s'occuper du remake américain qui sort en 2008 avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Alors le film est pas absolument horrible, enfin en tout cas comparé à d'autres Nicolas Cage, il est pas absolument horrible, vous interprétez ça comme vous voulez, mais il vide de son sens le film original. Passe encore pour la réalisation beaucoup plus classique, parce que d'une part elle reste efficace, et d'autre part je trouve justement que l'original a parfois tendance à en faire trop, et a un côté clinquant un peu inutile. Mais par exemple, dans le film original, le personnage principal est sourd-muet, et on nous explique que c'est ça qui en fait un tueur aussi efficace, puisqu'il ne craint ni les menaces, ni les coups de feu. Et c'est bien sûr une métaphore de son incapacité à communiquer, et du fait qu'il est emprisonné dans le monde du crime, incapable d'accéder au monde extérieur. Point de vue subtilité, c'est du niveau d'une charge d'éléphant montée sur rouleau compresseur, mais peu importe, ça a un sens. Dans le remake, par contre, ce n'est pas le tueur qui a cet handicap, mais la fille dont il tombe amoureux, donc on perd complètement cet aspect symbolique. Les frères Pang ont déclaré que comme ça, on gardait au moins l'essence de la relation entre les deux personnages, mais je ne suis pas complètement d'accord non plus. Dans l'original, la pharmacienne sort le tueur à la fois du milieu criminel et de l'isolement causé par son handicap, tandis que dans le remake, c'est lui qui l'aide, elle, à sortir de son isolement. On passe d'un sauvetage à sens unique à un sauvetage réciproque. C'est pas forcément moins efficace, mais je trouve ça plus convenu, et j'aimais bien le rapport qu'installait le film original, où c'était clairement le tueur qui avait le plus à gagner dans cette relation. Ça renforçait encore plus le contraste entre sa vie criminelle, dans laquelle il domine les autres par ses talents d'assassin, et sa vie privée dans laquelle il est totalement dépendant de cette fille, sans que lui ait de réel contrôle. C'est d'autant plus décevant quand on sait, par une interview des frères, que cette décision est uniquement commerciale, parce que d'un point de vue marketing, il faut bien que Nick ait des lignes de dialogue. Je comprends pas, il y a vraiment des gens que ça gêne que Nicolas Cage la ferme pendant 2 heures. Après, bon, on a échappé au pire, parce qu'il existe une fin alternative au film, une happy end avec un des Deus Ex Machina les moins subtils que j'ai jamais vus, et dont je soupçonne que les frères l'ont volontairement rendue la plus foireuse possible, afin d'être certain qu'elle ne soit pas choisie au Final Cut. Au début des années 2000, la J-Horror commence à s'imposer à l'international, principalement grâce à 2 licences, les Ju-On de Takashi Shimizu, dont il fera lui-même les remakes américains, et les Ring de Hideo Nakata. Alors pour ceux qui connaissent pas, The Ring en gros c'est l'histoire d'une journaliste qui enquête sur une cassette vidéo dont une légende urbaine dit que tous ceux qui la regardent meurent au bout d'une semaine. Ça vous ruine une carrière de réalisateur, un truc comme ça. Et comme Ju-On, Ring a eu droit à son remake américain, une reprise très fidèle et de bonne facture du film original. Comme il a plutôt bien marché, une suite est évidemment lancée, et on appelle Hideo Nakata, le réalisateur des originaux, pour s'en charger. Sauf que Nakata, il en a un peu marre des cassettes tueuses. Le deuxième Ring japonais, qui d'ailleurs n'a pas grand chose à voir avec le deuxième Ring américain, mettait déjà cette idée au second plan, et Nakata fait la même chose sur ce film, qui ressemble beaucoup plus à un drame fantastique qu'à un film d'horreur. En fait, il rappelle surtout un autre film de Nakata, Dark Water, son meilleur à mes yeux.
et qui a d'ailleurs lui aussi bénéficié d'un remake américain. Et du coup, c'est pas bien, The Ring 2. Si, c'est excellent. Oui, alors je vous rappelle qu'on est censé parler d'échecs, là. Alors on va pas commencer à dire du bien des gens, hein. Faut pas exagérer. Ben, disons plutôt que je trouve ça excellent, mais que le film a été plutôt mal reçu à sa sortie, et qu'il garde une assez mauvaise réputation aujourd'hui. Et j'ai du mal à saisir pourquoi. Pour ma part, je le trouve même meilleur que le premier film américain. Nakata développe largement son personnage principal et met en avant sa relation avec son fils, qui restait un peu en retrait dans le premier. Dans The Ring, le personnage de Naomi Watts se bat pour sa propre survie, ce qui est compréhensible. Oui, est suffisant pour créer l'empathie aussi, mais dans cette suite, elle lutte pour la vie de son fils, et je trouve ça encore plus fort émotionnellement parlant. Nakata profite aussi d'un budget très confortable pour développer des idées visuelles coûteuses qu'il ne pouvait pas mettre en place dans ses films japonais. La scène la plus marquante est clairement celle de l'attaque des cerfs. Ah mais les cerfs, c'est de la saloperie. Arrêtez de croire la propagande Disney, la mère de Bambi, elle l'avait bien cherché. Mais l'ensemble du film est très soigné et bourré de plans magnifiques. J'ai l'impression que dans ces deux The Ring 2, le japonais et l'américain, Nakata a fait à peu près la même chose. Il a rassuré les studios en inscrivant son film dans une licence lucrative, et il a profité de leur confiance pour faire quelque chose de totalement différent et de beaucoup plus personnel. Et j'ai une certaine tendresse pour ce genre de démarche. Du coup, The Ring 2 est un film bien écrit, touchant, surprenant, très beau, et Naomi Watts est excellente dans le rôle principal, donc qu'est-ce qui s'est mal passé ? Le ton plus dramatique qu'horrifique en a peut-être déçu certains, et bien sûr, les goûts personnels jouent beaucoup, chacun son avis, même si le mien est meilleur. Mais cette mauvaise réception me fait tout de même me poser une question. Est-ce que notre perception ne serait pas biaisée du moment qu'on sait qu'un réalisateur n'est pas dans son pays d'origine ? Je vais tenter de répondre à cette question, mais pour ça il faut d'abord que je vous parle des bons films de réalisateurs étrangers à Hollywood. Bon bah, c'est reparti, que voulez-vous ? Je lance les visiteurs en Amérique ? Non ! Faudra que je pense à un Ciné-Res DVD, moi. Non, j'ai déjà bien assez parlé pour aujourd'hui. Alors la suite, au prochain épisode, depuis le temps que je rêvais de dire ça. En vrai, c'est juste que vous avez rien préparé, hein. Chut, lance la bande-annonce. Bientôt sur vos écrans. Bonjour, je suis l'archiviste. Il revient Et aujourd'hui, on va parler de cinéma. pour vous parler de cinéma. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Avec de l'humour, Alors ces deux œufs, ils sont dans une poêle, et il y en a un qui dit à l'autre du suspense, « J'hésite entre tes noirs et tes verts. de l'action, I'll be back. de l'émotion, Non, je ne veux pas revoir ce film. du sexe sauvage et torride, Non, débrouillez-vous tout seul, c'est pas dans mon contrat. des vengeances C'est tout ce que tu mérites. Crevure. et des retournements de situation improbables. I am back. L'archiviste du cinéma épisode 11, réussite hollywoodienne. Et je le répète encore une fois pour que vous le reteniez bien, bientôt sur vos écrans.